Donc l'individu est tout à fait secondaire, il a une place secondaire, et, et donc tout ce qu'il réalise dans sa vie quotidienne est le résultat de sa position, de son statut, de ses connaissances, euh, d'aucuns diraient de son capital culturel, pour parler donc des concepts de la sociologie classique, celle de Pierre Bourdieu, euh, ou de sa culture, pour parler le vocabulaire anthropologique. Et donc l'individu, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il y a bien des individus au sens où ils sont un individu, c'est un élément indivisible de la société. Donc ils sont dotés d'un corps et d'une conscience, mais ce corps et cette conscience sont très largement insérés dans un collectif, participent d'un collectif, n'ont de sens que dans ce collectif, et finalement, l'individualité, si elle a une réalité, n'a pas beaucoup de valeur sociale collective. Sauf dans certains milieux sociaux peut-être. À partir de la période donc de l'hypermodernité, c'est-à-dire celle qui commence il y a 40 ans et qui se développe sans cesse depuis, enfin entre 40 et 50 ans, et les individus doivent être dotés d'une individualité, comme on l'a vu, et il n'a pas de place assignée. Il n'a pas de rôle ou de connaissance qui lui soit dévolue par nature, par définition, par la simple appartenance à un collectif, que ce soit la famille, que ce soit plus tard le métier, ou que ce soit l'appartenance à, disons, un collectif social de type syndicat, parti, etc., qui définit la catégorie ou la classe sociale à laquelle on appartient et à laquelle on s'identifie. Donc, dans la société moderne, hypermoderne, pardon, dans la société actuelle, l'individu doit sans cesse redéfinir sa place, sa position dans les espaces sociaux. Elle ne va jamais de soi, elle n'est jamais acquise. Ça se traduit très concrètement par des réalités sociales extrêmement objectivables, comme par exemple, de façon assez typique, le fait de faire carrière, c'est-à-dire d'avoir une carrière professionnelle qui, autrefois, disons, avant cette période, pendant la période de la modernité classique, bien, se passait dans une seule entreprise, parfois dans deux, mais quand on changeait d'entreprise une fois dans sa carrière, c'était déjà un vrai événement. Et la plupart des carrières, notamment des carrières des ouvriers, des employés, ou voire des professions intermédiaires, bien, se déroulaient au sein d'une seule entreprise. Et dans le meilleur des cas, on pouvait y connaître de la promotion, une promotion plus ou moins importante, mais il était rare qu'elle soit très importante, mais qui restait au sein de l'entreprise. Dans la période actuelle, on change d'entreprise, d'employeur, même de poste, même de métier, de façon assez courante. C'est-à-dire qu'au cours d'une carrière, finalement, il est rare aujourd'hui, et il sera encore plus rare dans le futur, on peut le gager, depuis, disons, les années 90, que des gens qui sont entrés dans l'emploi dans cette période postérieure aux années 80-90, eh bien, et fassent toute leur carrière dans la même entreprise. Pour toutes sortes de raisons. Parce que les entreprises apparaissent et disparaissent, mais aussi parce que les gens souhaitent bouger, qu'ils souhaitent améliorer leur vie en changeant soit de lieu, soit d'employeur avec qui ils s'entendent mal, soit évidemment de salaire. Ils peuvent souhaiter avoir un meilleur salaire en changeant d'entreprise. Bref, à tel point que la précarité dont on parle beaucoup des jeunes, c'est-à-dire le fait qu'ils changent d'employeur par effet de contrat à durée déterminée,
n'est pas aussi dramatique qu'on le dit parfois. C'est-à-dire que les jeunes eux-mêmes, on le voit bien, certains sont assez satisfaits d'être provisoirement, en tout cas, dans l'intérim ou dans les CDD, changer d'employeur régulièrement pour casser la monotonie, pour découvrir des choses différentes, pour enrichir leur CV, etc. Toutes sortes de bonnes raisons pour avoir plusieurs employeurs. Pas en même temps, mais dans une période de plusieurs années. Même si plus tard, ils souhaitent sans doute avoir un emploi plus stable, mais pas forcément toujours finir toute leur vie professionnelle dans une seule entreprise. Donc voilà, on a des situations où on change de travail, et à chaque fois, il faut se réadapter. Et se réadapter, c'est-à-dire redéfinir sa position, ses compétences, ses relations avec les collègues, etc., dans un espace différent. Et donc réaffirmer sa personne et d'être doté d'une individualité. Et on attend de vous que vous ayez une personnalité plus ou moins forte, comme on dit, et qu'en tout cas, vous apportiez vos caractéristiques personnelles, même et y compris dans des activités ou des emplois qui sont, disons, en bas de la hiérarchie de l'échelle des emplois, comme magasinier ou voilà, chauffeur-livreur, et où on demande une capacité d'adaptation, on va demander d'avoir une individualité qui soit capable de s'adapter et de répondre aux besoins. Autrement dit, il faut créer sans cesse sa valeur dans son poste. Alors, vous me direz, oui, ça c'est vrai dans le travail, mais dans la famille, on ne change pas de famille. Eh bien, on va voir que si, puisque effectivement, on change de famille, on divorce, on se remarie, ce qui signifie que non seulement les parents changent de partenaire, d'époux ou d'épouse, ou simplement de concubin, mais les enfants aussi sont amenés à changer de famille dès lors qu'on a affaire, par exemple, à des familles recomposées. Dans la vie publique, est-ce que on change souvent On dira, ben non, là, on reste quand même assez tout le temps dans une même position. Ben non, là encore, hein, on change régulièrement de ce que j'appelle la vie publique, c'est-à-dire le voisinage. On déménage, donc on change de voisinage. On change de voisins, et les voisins, c'est toutes sortes de choses. C'est aussi bien des gens avec qui on a des relations par rapport à l'espace commun dans lequel on vit, mais aussi avec qui on va avoir des relations d'amitié ou des relations d'un type particulier. Donc on est amené à en changer. On est amené à changer des associations sportives dans lesquelles on évolue, ou d'autres lieux de vie publique collective, de loisirs par exemple, qui font qu'on change et qu'à chaque fois qu'on change, eh bien, on est obligé, on est amené à affirmer son individualité. C'est les valeurs associées à la subjectivité individuelle qui s'investissent et qui permettent de construire le rôle, le statut et tout ce qui va avec, quel que soit le domaine dans lequel on s'investit. Alors, je cite ici quelques exemples, mais on va un peu les approfondir pour être un peu mieux convaincu. En examinant, dans un premier temps, après avoir cité tous ces exemples, donc, je vais m'employer à approfondir l'un de ces domaines qui me paraît extrêmement important, qui est la question de la famille. Et j'ai marqué sur ma diapositive la famille hyper moderne. C'est un peu pompeux, mais il s'agit donc de voir comment la famille se transforme et comment elle contribue à transformer les rapports sociaux en termes de société des individus et de prééminence de l'individu. Alors, pourquoi la famille en premier lieu, parce que, ne l'oublions pas, la famille, c'est la forme principale, c'est la forme élémentaire de la société, c'est une micro-société elle-même,
Donc la forme collective minimale de la société. En définitive, la famille constitue, et ça c'est vrai de toutes les sociétés à toutes les époques, un peu le socle de la société, c'est-à-dire ce qui permet ensuite que la société forme système, euh, notamment parce que c'est l'espace premier où les enfants sont socialisés, donc où les valeurs et les normes sociales sont transmises. Donc cette famille, on va aller voir, dans un laboratoire, si elle est transformée et si elle contribue à transformer les choses dans cette période d'hypermodernité, c'est-à-dire est-ce que la question de l'individu devient une question prééminente dans l'espace familial. Alors, première chose, avant de répondre à cette question, c'est de se rappeler en quoi consiste la famille classique, c'est-à-dire la forme familiale qui prévaut pendant la période que j'appelle celle de la modernité, c'est-à-dire celle qui s'amorce au XIXe siècle et prend sa pleine valeur au XXe. Donc là, cette famille classique, même si ce n'est pas la famille étendue avec les grands-pères, les grands-parents, les oncles et les tantes présents sous le toit, comme c'était le cas au XIXe siècle, notamment en milieu rural, mais ça reste une famille cellulaire autour des parents et des enfants, et du lien parental, même quand il n'y a pas d'enfants. Et qui est un lien fort et un lien statutaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est le fils d'eux, la fille d'eux, le père d'eux, le frère d'eux, la sœur d'eux, la mère d'eux, etc. Mais ça définit le statut, mais ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, ou ce n'est pas que parce que les individus se considèrent comme tels. Il y a tout un dispositif de normes, disons, qui impose cela et qui fait que cette famille est vraiment constituée comme telle. Et elle est constituée autour d'une idée assez patriarcale, et qui est l'importance du père de famille, et qui devient le chef de famille. On a pendant très longtemps parlé du chef de famille. Heureusement, cette notion a disparu, et elle a disparu à partir du moment où la famille a changé un petit peu de nature et où les individus se sont égalisés au sein de la famille, puisqu'il n'y a plus de chef de famille. Le chef de famille étant bien sûr le mari et le père. Et ce statut n'était pas qu'une habitude ou une espèce de tradition culturelle, c'était quelque chose qui était inscrit dans la loi. En France, par exemple, le statut paternel s'appelait la puissance paternelle et ouvrait une série de droits au père vis-à-vis de ses enfants, mais aussi vis-à-vis de sa femme, puisque pendant très longtemps, les hommes avaient exercé un certain nombre de pouvoirs sur leurs épouses. Notamment, par exemple, en matière économique, les femmes n'avaient pas le droit, sauf exception, d'avoir un compte bancaire à leur nom propre si elles étaient mariées. Pour donner un exemple. Et donc l'idée de puissance paternelle est une idée qui n'est pas une simple notion abstraite, c'est une réalité juridique qui pouvait faire en sorte que, par exemple, le père pouvait décider, si ses enfants n'étaient pas sages, bien sûr, de les corriger, et parfois très violemment, et aussi, à la limite, de les envoyer dans un centre de correction, une maison de correction, en demandant à un juge de le placer. Donc ça allait jusque-là. À cette époque-là, du côté du choix du conjoint, du mariage, les mariages sont pas toujours imposés forcément au sens des mariages forcés, mais disons que on se marie pas n'importe où avec n'importe qui, on se marie avec quelqu'un qui est
quelqu'un qu'on connaît plus ou moins dans l'entourage, et qui, au-delà de ses charmes, avait aussi un statut qui soit compatible. C'est-à-dire que le futur mari attend de sa femme qu'elle ait un certain nombre de qualités, qui sont des qualités domestiques, par exemple. Et la femme pouvait aussi attendre un certain nombre de qualités de son mari ou de son futur mari, et notamment qu'il a un certain nombre, qu'il ait, comme on disait à l'époque, mais on le dit toujours, sans doute aujourd'hui encore, une bonne situation. Parce qu'il fallait qu'il puisse nourrir la famille. C'est un schéma extrêmement classique, mais c'est le schéma dominant qui prévalait, ce qui ne veut pas dire que tout le monde fonctionnait ainsi, mais que c'était tout de même le schéma qui prévalait. Et le système qui s'impose à partir de là, c'est un système familial de soutien mutuel au sein de la famille, dans ce que prévoit le Code civil comme éléments qui définissent le mariage et qui sont lus le jour de la cérémonie. Vous savez, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et pour le meilleur et pour le pire, ça signifie, ça renvoie à ce soutien mutuel qui devient constitutif du lien marital et du lien familial, puisque, là encore, avec les enfants, on ne peut pas rejeter ces enfants s'ils ne sont pas conformes à ce qu'on peut en attendre. Et les placer dans une maison de correction n'est pas les rejeter, c'est passer le relais de l'éducation. Donc, c'est une époque où la famille, il y a une forme de respect mutuel, mais du respect lié au statut des uns et des autres. Et c'est ce respect et ce soutien qui fondent le lien fort au sein de la famille. Et l'éducation, qui est toujours dans l'espace familial, c'est-à-dire en dehors de l'éducation scolaire, l'éducation familiale se passe par l'autorité. On va voir que c'est un élément qui change. Et comme je dis souvent, quand je fais des cours sur la famille traditionnelle, le martinet est un peu le symbole de cette éducation par l'autorité, parce que le martinet, on ne l'utilisait pas forcément beaucoup. Je ne sais pas d'ailleurs si les jeunes générations savent ce qu'est un martinet, une espèce d'objet avec un manche et des lanières en cuir au bout, et qui permettait de frapper sur les fesses, notamment de façon assez cinglante, sans que ça ait trop de conséquences. Donc c'est un objet de torture familiale, hein, et donc qui permettait d'imposer l'autorité. Mais on n'utilisait pas tant que ça. Sans doute l'a-t-on utilisé à tour de bras à une certaine époque, avant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les années 50, 60, on l'utilisait assez peu. Mais il était toujours là, il était toujours présent, soit physiquement, on savait qu'il était là, soit symboliquement, c'est-à-dire qu'on dit tu vas voir, tu vas te prendre un coup de martinet, même si on n'avait pas de martinet. Donc cet objet était symboliquement extrêmement présent et représentait l'éducation par l'autorité, et l'autorité paternelle notamment, celle de la puissance paternelle. Et la dernière fois que j'ai vu un martinet en vente, c'était en 1993. Donc vous voyez que la fin, ça marque un peu la fin de cette période-là, qui est aussi la période où, en Angleterre, par exemple, le châtiment corporel devient interdit dans les établissements scolaires, puisqu'il était légal jusqu'à cette période-là. Et c'est aussi la période, en 1989, qui a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant par l'ONU, et qui marque un petit peu ce nouveau statut que va avoir l'enfant, qui n'est plus simplement celui qui n'est pas encore un sujet, qui est un objet, un membre de la famille, placé sous l'autorité de son père, ou en tout cas de ses parents, et qui y est entièrement soumis. Alors voilà donc un portrait rapide de la famille classique, pour bien comprendre en quoi consiste la famille actuelle, la famille liée à l'hypermodernité, hein, que je note HM ici,
et qui fait éclater ce modèle classique, où ce qui prévaut, dans un premier temps, c'est l'autonomisation progressive des conjoints. Et je dis bien conjoints parce que c'est une période où, justement, on se marie de moins en moins. Donc le lien du mariage, qui avait ce côté fort et statutaire, parce qu'il est institutionnel, ce mariage, tend à être de moins en moins mobilisé au profit d'un lien qui soit davantage contractuel, en quelque sorte, et qui est soit celui de l'union libre, comme on dit classiquement, où, depuis qu'il a été inventé le fameux Pax, hein, ce pacte de vie commune, et qui crée une dimension où le couple est basé sur une confiance mutuelle et non pas des obligations mutuelles. Et c'est une période où, finalement, on peut choisir pratiquement librement son conjoint sans attendre de lui des qualités spécifiques associées à un statut. On ne se marie pas avec une future mère ou avec une future femme au foyer ou avec une future femme qui va travailler un peu, mais qui aura le temps de s'occuper de la maison et des enfants. On se marie avec une femme qui plaît par ses caractéristiques individuelles. Et inversement, pour une femme, on va choisir son conjoint en fonction de ses caractéristiques individuelles, qui ne sont pas forcément ses caractéristiques professionnelles, etc. Alors ceci est rendu possible parce que les conjoints ont une relative indépendance des revenus. On disait tout à l'heure que les hommes avaient le compte, la signature du compte bancaire pour leurs femmes jusque dans les années 40. Eh bien, là, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que les comptes communs sont un peu réservés à des dépenses communes, mais que chacun garde des comptes individuels, notamment s'il s'agit des comptes épargne pour la retraite, par exemple, mais pas uniquement la retraite. Donc il y a une indépendance des revenus et surtout une indépendance des budgets et aussi une indépendance des revenus. C'est-à-dire que les femmes ont un emploi la plupart du temps. En tout cas, elles ont des emplois un ou plusieurs emplois durant leur période de couple. Et parfois des emplois qui sont aussi prestigieux, voire plus prestigieux que ceux de leurs conjoints, et parfois mieux rémunérés. Donc, on sait que les femmes sont en moyenne moins bien rémunérées que les hommes, c'est certain, mais il n'empêche que les femmes, globalement, généralement, sont suffisamment bien rémunérées pour pouvoir être indépendantes, et donc pour pouvoir quitter leur statut de conjoint, quitter le couple, et donc divorcer. Et là où les divorces étaient très rares dans la période précédente, d'une part parce qu'ils étaient enfin, ils étaient légaux, mais pour divorcer, on ne pouvait divorcer que pour faute avant 1975. On peut divorcer à partir de 1975, là où aussi vous voyez comment la date marque rupture, par consentement mutuel. Donc le divorce que j'ai marque le divorce commun ici, c'est-à-dire que chacun peut divorcer librement sans que ça ait trop de conséquences. Et depuis les années 70, on sait que non seulement le divorce, c'est bien sûr largement diffusé, qu'il est commun, mais qui plus est, le remariage, qui était assez difficile avant les années 80-90, devient là aussi assez répandu. Donc après avoir divorcé, on se remarie, et même les femmes, les mères célibataires, les femmes ayant des enfants, parviennent, pas toujours, hélas, mais parviennent à trouver un nouveau conjoint, quand bien même elles ont des enfants. Donc c'est la fameuse recomposition familiale. Donc
Qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit une individualisation au sein du couple, c'est-à-dire que le couple n'est pas simplement le noyau d'une famille, ou n'est plus le noyau d'une famille. Le couple devient un vrai couple, c'est-à-dire deux individus qui se rencontrent, qui s'associent à un moment donné pour un projet familial qui n'est pas inscrit dans un temps à durée déterminée, disons, mais dont on sait qu'il ne peut ne pas être permanent, éternel, parce que individuellement on peut changer, et ce sont deux individus qui se lient provisoirement, peut-être définitivement, mais en tout cas pour fonder une famille. Mais cette famille, on peut reprendre en quelque sorte son indépendance en tant qu'individu au sein de cette famille pour en recréer une autre éventuellement. Donc on n'est plus la femme d'eux, le mari d'eux, on n'est plus des époux, on est des individus libres qui s'associent pour fonder une famille. Alors, on va dire, très bien, il s'agit là de personnes, disons, adultes, consentants, et donc on peut comprendre qu'ils s'associent ou se dissocient. Mais s'agissant des enfants, eux continuent à avoir un rapport totalement parental, c'est-à-dire en quelque sorte obligatoire. Être des enfants d'eux, notamment les enfants mineurs, c'est avoir un statut familial. La réalité est beaucoup plus nuancée que ça, puisque ce qu'on observe, ce qu'observent les travaux sociologiques qui portent sur les familles, c'est qu'on assiste aussi à une individualisation des enfants, c'est-à-dire que les enfants acquièrent cette subjectivité, cette sensation d'une liberté individuelle qui doit s'appuyer sur une subjectivité individuelle, là aussi, très tôt dans leur vie, et qu'ils s'affirment très tôt comme des individus, et qu'on attend d'eux, d'ailleurs, qu'ils soient des individus dotés d'une personnalité et d'une volonté, mais aussi d'un autocontrôle. Et en tout cas, ils se vivent très vite comme des sujets. Cela se traduit concrètement par quoi? Ça se traduit par des situations qui vont se multiplier au fil de la vie de l'enfant et du fait quand il grandit, et qui suppose que l'enfant n'est plus simplement obéissant. Un enfant obéissant dans la famille classique, c'était un enfant qui faisait ce qu'on attendait de lui. Et il était sage, c'est-à-dire qu'il ne transgressait pas les normes qui lui sont imposées. Et il est obéissant, c'est-à-dire qu'il respecte les demandes de ses parents ou d'autres adultes. Là, les enfants ne sont plus du tout obéissants, ce qui ne signifie pas qu'ils sont totalement désobéissants ou indisciplinés ou sans contrôle, mais ça signifie que ce contrôle et cette autorité parentale qui cesse d'être puissance paternelle et devient autorité parentale dans le droit à partir des années 70, là encore, eh bien, cette autorité parentale, elle se négocie sans arrêt. Elle doit se réaffirmer. Comme je vous l'ai dit, l'individu sujet doit réaffirmer sans cesse son statut, le redéfinir dans toute situation et lui donner sens dans chacune des situations qu'il rencontre. Eh bien, c'est ça qui se passe avec les enfants, c'est-à-dire que le statut paternel ou le statut maternel, c'est-à-dire le statut parental, doit être dans chaque situation redéfini, c'est-à-dire qu'il faut poser les limites, exercer une autorité, mais une autorité par rapport à chaque action où on demande à l'enfant de faire ou de ne pas faire quelque chose, on ne l'exige pas de lui,
on lui demande, c'est-à-dire qu'on attend qu'il le fasse par conscience et non pas par réflexe, par automatisme et par simple respect de la norme. On attend de lui qu'il fasse quelque chose ou qu'il ne fasse pas quelque chose en fonction de l'intelligence qu'il peut avoir de la situation. Donc tu dois arrêter de jouer avec tel jeu vidéo parce que tu y as déjà assez joué et qu'on va passer à table. Et donc voilà deux bonnes raisons que évidemment l'enfant n'entend pas forcément parce que il peut être pris par une logique qui est tout autre, qui est celle de la satisfaction de ses désirs, et que sa conscience n'est pas encore suffisamment développée pour pouvoir saisir ça. Ceci étant, évidemment, cette demande rationalisée est aussi un acte éducatif, c'est-à-dire qu'on attend de l'enfant qu'il développe une conscience et une capacité d'analyse de la situation. Mais en faisant ça, on se retrouve dans une situation où l'enfant peut dire, puisque tu me dis que j'ai une libre conscience et que la chose peut être argumentée et délibérée, eh bien je vais t'apporter des arguments pour te dire que finalement, je peux encore jouer au jeu pendant 5 minutes, que tu peux me faire confiance, mais que finalement j'ai pas faim, donc c'est pas pressé, etc. Autrement dit, argumenter, négocier sans cesse les actions qu'on lui demande de faire ou celles qu'on lui demande de ne pas faire. Et redéfinir sans cesse un lien qui n'est plus un lien d'autorité, mais un lien de confiance basé sur la négociation et sur la contractualisation. C'est-à-dire, on lui dit, bon, tu me promets que. Tu me promets que, c'est établir un contrat, et un contrat ponctuel sur une action avec l'enfant, et ne pas lui imposer une règle générale. Alors, on sait bien que ces questions-là provoquent toutes sortes de débats sur le manque d'autorité parentale actuellement, sur le fait que du laisser-faire, du laisser-aller, du laxisme, de la mauvaise éducation des enfants, etc. Le problème est que ce modèle, il n'est pas bon ou mauvais. Il suppose, c'est ça le problème, d'avoir toutes sortes de ressources pour pouvoir argumenter et tenir tête aux enfants, négocier, établir un lien de confiance, contractualiser, etc. Ça suppose des ressources cognitives, des ressources en énergie, ça suppose du temps, etc., etc. Toutes choses que tout le monde n'a pas, et par conséquent, il est fréquent que dans certaines familles, ce modèle-là soit contre-productif, c'est-à-dire que les enfants, finalement, prennent le pouvoir et que les parents n'arrivent pas à imposer leurs intérêts, ce qu'ils souhaiteraient que leurs enfants fassent, parce qu'ils sont incapables de négocier, sans cesse redéfinir leur rôle avec les enfants. Vous connaissez sans doute l'émission télévisée qui a maintenant une certaine ancienneté, qui s'appelle Super Nanny. C'est assez intéressant sociologiquement, puisque typiquement, ce sont des parents qui sont dépassés par ce modèle, qui ne sont pas dans l'ancien modèle de la puissance paternelle et de l'éducation par l'autorité, qui refusent d'imposer à leurs enfants sans négociation, mais qui n'ont pas non plus les capacités pour être dans une relation de négociation et d'une autorité négociée, d'une autorité contractuelle et d'une autorité
fondée sur la confiance. Parce que ça suppose la mobilisation permanente de ressources, ça suppose de redéfinir son rôle parental, ce qui est extrêmement difficile, et que l'échec en la matière n'est même pas une question forcément de classe sociale, certaines classes ayant moins de ressources en la matière, mais on peut retrouver des enfants qui sont, et notamment des adolescents, puisque c'est pendant la période de l'adolescence que la chose devient la plus critique, puisque les adolescents négocient de plus en plus, les sorties le soir, etc., et ne supportent pas l'autorité parentale. Et ça demande de plus en plus de ressources, à tel point que dans certains milieux où, par exemple, les deux parents travaillent beaucoup, là encore, redéfinir sans cesse son rôle parental au sein de la cellule familiale devient quelque chose de très difficile, parce qu'on n'en a ni le temps ni l'énergie, et que ça donne lieu à des situations critiques vis-à-vis d'adolescents qui sont un peu perdus, paumés, comme on voudra, qui, en tout cas, n'ont pas, comme on dit couramment, une expression qui sociologiquement n'a pas grande valeur, mais c'est une expression courante, ils n'ont plus de repères. Hein. C'est-à-dire, en réalité, ils n'ont pas de normes, c'est ça que ça veut dire, je suppose, parce que je ne sais pas très bien ce que les repères sont, en quoi ils consistent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que des adolescents comme ça sont en grande difficulté, y compris dans des familles où on a des ressources financières ou des ressources cognitives, parce qu'elles ne suffisent pas pour exercer ce modèle d'approche de l'éducation parentale. Donc ce modèle familial qui s'installe progressivement dans, disons, la suite des années 70-80, hein, on a souvent appelé ça le modèle 68 art, parce qu'il serait habité par le laxisme 68 art. On voit que les choses sont plus complexes. Et donc, l'un des spécialistes de la sociologie de la famille français, qui s'appelle François de Singly, et qui signe l'ouvrage que je vous ai donné sur la question de l'individu dans la société contemporaine, que je vous ai donné en bibliographie au début. Bon, il appelle ça le modèle électif, c'est-à-dire que finalement, on se choisit mutuellement sans arrêt, non pas que les enfants choisissent leurs parents, bien entendu, ils ne choisissent pas leurs parents, non pas plus que les parents choisissent leurs enfants d'ailleurs, mais que le régime de relations intrafamiliales est sans cesse choisi, lui, et qu'il faut sans cesse donner son assentiment au fonctionnement collectif de la famille. Donc il s'agit d'un collectif qui fonctionne sur la base de l'ajustement. Vous vous rappelez de cette idée d'ajustement qu'on retrouvait dans les théories de la justice, ajustement des individualités. Ce sont la famille, c'est un espace où des individualités se rencontrent, s'ajustent, mais aussi se forment. C'est-à-dire que on n'est pas père ou mère spontanément, et puis c'est bon. Il suffit d'exercer son statut de père ou mère. C'était peut-être vrai dans le modèle antérieur, le modèle classique, le modèle statutaire. Mais dans le modèle électif, le père et la mère réinventent, redéfinissent leur statut de père ou de mère régulièrement, dans le quotidien, mais aussi quand il y a des ruptures. Notamment, par exemple, s'il y a un divorce. S'il y a un divorce, eh bien chacun ayant une domiciliation des enfants variable est obligé de redéfinir son rôle maternel ou paternel en fonction de ce statut de domiciliation et d'accueil des enfants dans le foyer. Et puis évidemment, si on a un nouveau conjoint, eh bien là encore, il faut redéfinir son rôle parental. Et puis, si on a un autre enfant,
dans le cadre du couple initial, un deuxième enfant, eh bien, la manière dont on élève ce deuxième enfant est différente de la manière dont on élève le premier, qui donne lieu d'ailleurs à des individualités assez différentes entre frères et sœurs. Ce qui nous prouve que la définition du rôle de père ou du rôle de mère est variable pour chaque nouvel enfant, qu'il est redéfini et que l'on reconstitue individuellement son rôle à l'autre individu que représente l'enfant nouvellement arrivé. Et qui va, donc, dont on va suivre l'éducation jusqu'à ce qu'il quitte le foyer. Donc ce modèle électif est un modèle dominant, absolument, non pas qu'il est présent à 100%, parce que dans certaines populations, il n'est pas effectif, notamment dans certaines populations immigrées qui viennent de pays où le modèle, disons, statutaire continue de prévaloir. Mais encore, cette éducation qui est statutaire vient percuter finalement un modèle social qui est très électif dans le reste des rapports sociaux. Et dès lors, ça pose toutes sortes de problèmes que rencontrent les enfants issus de l'immigration. Voilà donc quelques éléments qui permettent de comprendre comment l'individualité, l'individu devient un élément central dans les rapports sociaux, en l'occurrence dans les rapports intrafamiliaux, qui doivent négocier leur statut sans arrêt, en tout cas le positionner par rapport aux autres, qui doivent affirmer leur individualité, l'individu devenant la référence pour chacun, et qui plus est, puisque la famille est un espace de socialisation, eh bien, c'est un espace où se construit, où se définit, où se développe précisément cette conception, cette idéologie, comme je le disais tout à l'heure, de l'individu tout-puissant, c'est-à-dire de l'individu doté d'une subjectivité et d'une conscience individuelle qui doit conduire sa vie, qui doit contrôler son comportement et ses choix, et qui doit avoir des stratégies, et qui est habité par une subjectivité absolument essentielle, et qui contribue donc à constituer l'espace collectif en fonction de sa personnalité et de son individualité. Voilà pour ce premier cours consacré à la question de l'individu, de la société des individus et de la société, disons, hypermoderne ou de la nouvelle modernité. Mais nous n'en avons pas fini, puisque la prochaine séance, je développerai la mise en œuvre de ce modèle de ces sociétés dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du travail, et surtout nous examinerons les effets que peuvent avoir au niveau politique, mais sur d'autres aspects, l'avènement de cette société des individus et les théories qui l'interprètent. À bientôt donc. Au revoir.